bien. Moi, je suis chaud patate. Voilà, Brest. D'un incroyable braquage. Strasbourg, 30 juin 1971. Ah ouais, L'hôtel des 1971, postes de la ville est la ça fait cible longtemps. d'un incroyable braquage. Un vol que la presse qualifiera bientôt de casse du siècle. Frérot, en 1971, tu ramènes un T-Max en 1971, tu braques 25 banques. T'imagines un T-Max en 1971, ils serrent les mecs. Ce jour-là, un groupe d'individus déguisés en serruriers grâce à de simples blouses de travail s'introduit dans l'enceinte des bâtiments pour commettre un braquage qu'ils préparent depuis plus d'1 an. Leur plan semble être infaillible. Ils ont tout noté, tout chronométré, pour ne rien laisser au hasard. Le vol se déroule alors avec une orchestration parfaite, sans heurts ni violence. En moins de 5 minutes, ils sont déjà repartis. Avec eux, un butin faramineux. Plus d'1 milliard d'anciens Les gars, est-ce que vous entendez 1 milliard? Non mais 1 milliard d'anciens francs, ça fait combien? francs, record absolu en France. La cavale, elle, est Non, 1 tout aussi bien milliard, préparée. 100 francs. Les gangsters, sûrs de leur plan, traversent tranquillement Strasbourg en se payant le 300 luxe de euros. s'arrêter au feu rouge. Ils empruntent des routes de campagne pour éviter les barrages et les carrefours trop voyants, puis disparaissent dans la nature. Pour la police, le constat est déconcertant. Difficile pour elle d'expliquer ce qui vient de se passer. Hormis un emballage de friandises dans la serrure de la porte par laquelle ils sont entrés et sortis, ils ne trouvent rien. Les malfaiteurs ne laissent aucune trace, pas même une empreinte digitale. C'est à se demander si ce ne sont pas des fantômes qui ont réalisé le coup. Il y avait les En empreintes. tout cas, hein. c'est sûr, il cette s'agit d'une époque. équipe de professionnels dont la maîtrise du braquage n'est plus à démontrer. Monte un peu le son de la vidéo. Putain, mais j'ai Les l'impression que autorités c'est sont cependant loin j'ai de l'impression que c'est à balle déjà le son, frère. se douter que ce sont des Lyonnais qui sont à l'origine du hold-up. Voilà les Et qu'ils sont en Lyonnais. activité depuis plus d'1 an et demi à un rythme effréné. Un gang qui a l'habitude, pour chacun de ses coups, de se préparer avec la plus grande minutie, en choisissant des cibles J'ai l'impression éloignées que de c'est sa à base. balle. Ça c'est qui ça les gars? Lui c'est celui qui s'est évadé d'Alcatraz. Ça c'est mon oncle Miloud au bled. Ça je sais pas qui c'est. Ça c'est une meuf, mais je sais pas qui c'est. Les gars, il y avait une équipe aussi de braqueurs qui s'appelait la Dream Team avant. Il me semble que j'avais entendu ça. Une équipe de plusieurs braqueurs de plusieurs villes. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord remercier le sponsor de cette vidéo, War Thunder, un jeu de simulation de combat multijoueur free-to-play qui On nous donne pas 1 euro. Ah, ça a pris fin début 2000. Ah ben on va regarder un petit truc. Le dernier c'est Lucky Luciano. Putain, je l'ai écouté en plus, lui, de Lucky Luciano. Une poignée d'hommes déterminés réussit le casse du siècle. Un hold-up de plus d'1 milliard d'anciens francs. Les gars, attendez, rien à voir, rien à voir. J'ai rigolé parce que la dernière fois, j'ai commencé un peu à regarder Légende sur le mec qui pense que la Terre elle est plate. Oh les gars, il est tarpé fou le mec. Je sais pas si vous l'avez vu, mais sa tête. Oh, vas-y, mais je reste concentré. Il était tarpé fou. Non Pour mais comprendre pourquoi on peut l'origine pas aller en du gang des Antarctique? Lyonnais, il faut se pencher sur les destins croisés de 5 individus. Jean Auger, dit Petit Jeannot, Oh. Johanny Chavel, dit Gros Jeannot ou Le Gros, Pierre Pourrat, alias le Docteur, Nicolas Caclamanos, dit Nick le Grec, et Edmond Vidal, surnommé Momon le Ferrailleur. Les pierres angulaires de ce groupe de braqueurs pas comme les autres, ce sont eux. D'autres membres rejoindront ensuite les rangs, mais ces 5-là vont participer à la création du gang. Et c'est en se plongeant dans le passé d'Edmond Vidal que nous allons mieux comprendre comment tous ces hommes se sont rencontrés. Tout débute dans les années 50, dans la banlieue lyonnaise. Oh, ça fait tarpé longtemps. Moi, je croyais que c'était plus récent que ça. Non? Là-bas, le jeune Edmond Vidal, très rapidement surnommé Momon, mène une vie précaire. Heureusement, pour oublier cette triste réalité, Mais ma il tête peut en compter sur l'amour de sa famille et celle de la communauté gitane à laquelle il appartient. Il dira « Ma mère ouais. tentait de nous présenter les choses de manière ludique, même si nous savions, au fond, que Restez nous étions concentrés, parmi les les gars. plus pauvres de la société. Les gars, venez, on reste concentrés. Venez, on reste concentrés. On essaie d'avoir une vraie analyse. Venez, on reste concentrés parce que vous me déconcentrez. Mais je regarde le chat, vous inquiétez pas. » À l'école, Momon Vidal ne se sent pas à sa place. Il ne s'y plaît pas et se fait même insulter par certains de ses camarades en raison de ses origines.
Momon se souvient. Les insultes ont fusé. Sale gitan, plein de poux, tu pues. Je n'avais pas encore 10 ans et cette agressivité soudaine m'a surpris. Je n'en comprenais pas la raison. Je n'avais plus envie de retourner à l'école. Je me sentais seul, au milieu d'élèves désireux de se payer le gitan. Pour Momon, fini donc l'école. Le style Nous, on n'a pas connu ça parce qu'on était que entre arabes et noirs dans les quartiers noirs. Enfin, on avait l'école à fond vert. Mais la première fois où j'ai fait face au racisme, jusqu'à maintenant, je m'en rappelle, je devais avoir 6 ans ou 7 ans. Vous voulez que je vous raconte ou pas? La première fois où j'ai fait face au racisme, jusqu'à maintenant, je m'en rappelle, c'était une dinguerie. hostilité de ses camarades ainsi qu'une certaine envie de liberté le convainquent de ne plus retourner en classe. Alors, je vous raconte vite fait en 2-2. En fait, j'étais au centre social de Fontvert. Je devais être au CE2. Je ne sais pas quel âge on a au CE2. Donc, le centre social de Fontvert. Et un jour, on est allé, je ne sais pas s'il y a des gens du Sud qui connaissent la Roque d'Interron. Pour vous dire à quel point ça m'a marqué. La Roque d'Interron. Donc, on va à la piscine de la Roque d'Interron et il y avait un genre de toboggan. Il y avait un genre de toboggan. Et moi, je faisais la queue. Tu connais quand tu es petit, tu es en maillot comme ça. Tu fais la queue, tout ça, nanani, nana. Et je me rappelle, il y a une petite, frérot, il y a une petite M double. M double comme ça. Et je lui dis, excuse-moi, pourquoi tu me doubles et tout ça? Elle me dit quoi? Je te double, tu vas faire quoi, sale arabe? La vie de ma mère, les gars, sur mes enfants. Jusqu'à maintenant, c'était la première fois que j'avais vécu ça. Et jusqu'à maintenant, je me rappelle de l'instant, du moment, de sa tête, de tout, frère. Je me rappelle de notre animateur, il était noir, il était grand. Et il lui a dit, je sais pas, il lui a dit, pourquoi tu parles comme ça, nanani, nana. Et après, elle est descendue. La vie de ma mère, les gars. Comme ça. Banne-moi le bon zit, encore un banave, trou du cul, ta grand-mère. Je te parle de moi, je te parle de ce que j'ai vécu, tu me dis je sais pas quoi. Allez, va niquer, t'es mort. Sa famille est ensuite expulsée de son logement quand il Voilà. a 11 ans. Elle emménage à Gerland dans des habitations Oui, toujours Gerland, aussi les gars. miséreuses. Il se Gerland. rappelle. À 12 ans, j'ai commencé à aller récupérer. Vite fait, dernière question. Est-ce que, les gars, les supporters de Lyon là, qui sont dans le chat, vous préférez Gerland ou le nouveau stade là qu'ils ont? Pour vous, les gars. de la ferraille, car ma mère n'arrivait plus à nous habiller, faute d'argent. Plus tard, en 1960, les Vidal sont à nouveau rejetés par la ville. Cette fois-ci, on les évacue dans une cité d'urgence de l'abbé Pierre, à Dessines, une petite ville de la banlieue lyonnaise où se côtoient gitans, arméniens, grecs, italiens et arabes. C'est là-bas qu'Edmond Vidal rencontrera ses meilleurs amis. Dans ses mémoires, il se souvient « Très vite, nous avons formé une bande. Parmi eux se trouvaient ceux qui allaient devenir, plus tard, mes complices dans le gang des Lyonnais. Pierre Zakarian, dit Pipo, Jean-Pierre Mardi-Rossian, Georges Manoukian, dit Chahine. Zakarian, Mardi-Rossian et Manoukian, eux, se sont rencontrés sur les bancs de l'école. C'est D'origine arménien, ça. arménienne, ils vivent c'est également arménien. avec leur famille à Dessines. Naturellement, les enfants d'origine arménienne rencontrent ceux de la communauté gitane, et c'est ainsi que Momon Vidal sympathise avec eux. Ensemble, ils forment une bande dans les années 60 et commencent à participer à des bagarres, quartier contre quartier, des combats de rue extrêmement violents. Il leur arrive aussi de passer du temps dans les cafés de Dessines. L'un d'entre eux est tenu par Michel Silmetzoglou, surnommé Le Grec en raison de ses origines. À ne pas confondre avec Nick Le Grec, cité précédemment, et qui sera présenté plus tard dans l'histoire. C'est pas mal, ça commence bien, j'aime bien. Avec Le Grec, qui est légèrement plus âgé qu'eux, les 4 jeunes copains se lient vite d'amitié. Michel les avance parfois quand ils n'ont pas d'argent, et dès qu'une personne de la bande a la possibilité de travailler, il le rembourse. Avec le temps, Momon, Pipo, Chahine et Mardi-Rossian vont en effet calmer leur ardeur pour essayer de trouver un boulot et gagner leur pain. La plupart d'entre eux trouvent du travail en usine ou dans des métiers manuels. Cependant, Super aucun 5. n'arrive à une certaine forme de stabilité professionnelle. Ils passent sans arrêt d'un emploi à un autre, sans jamais se fixer. À cette époque, Momon Vidal a 17 ans. Il gagne sa croûte en s'associant avec un ferrailleur et peut alors s'acheter sa première voiture. La vie posée du jeune gitan suit son cours, quand soudain, un événement marquant fait tout basculer. Son père ou sa mère mort, non? Je sais pas. Il est 6 h du matin quand Momon, Pipo Zakarian et d'autres amis reviennent d'une virée nocturne. Rien à voir.
Ils sont dans la voiture de Momon lorsqu'ils s'arrêtent devant une épicerie fraîchement livrée. Le magasin étant encore fermé à ce moment-là, Momon décide alors avec ses amis de voler un cajot de cerises et quelques fruits. Le jeune homme pense s'en tirer facilement, sauf que les choses vont prendre une toute autre tournure. Je sais pas, ils vont te tirer. Lors du vol, un homme a en effet réussi à relever le numéro d'immatriculation de la voiture depuis sa fenêtre. Résultat, des policiers débarquent chez les Vidal le lendemain. Momon se souvient de la scène ce jour-là. Après la perquisition, tu vas nous suivre. M'engueule un flic. Lui et son collègue foncent alors vers les placards, jettent à terre le linge soigneusement plié par ma mère. Ils vident tout. Ils dérangent tout. À dire là, si maintenant un mec, il appelle la police pour lui dire on m'a volé un cajot de cerises, vous pensez que la police, ils vont faire perquise? Je crois qu'ils y vont pas. En vrai de vrai, les gars, je crois qu'ils y vont pas. Quand ils ont entièrement dévasté notre taudis, ils me passent les menottes. Ma mère s'accroche à mon bras en me criant « Laissez-le! Laissez-le! Il est si jeune !» Il a volé, il doit payer. Je vais payer. propose-t-elle en tirant quelques billets de la poche de son tablier. Irrités, les flics poussent alors violemment ma mère qui tombe à terre. La voiture démarre et, par la vitre arrière, je ne peux détacher mes yeux du spectacle de désolation qui s'offre à moi. Ma mère pleure au beau milieu de son linge épars. En silence, je pleure aussi, de peine et de peur. Toujours la daronne qui morfle. C'est un truc de fou, hein. Edmond Nous, on est toujours en train de dire tout pour la daronne, mais on fait tout pour la faire souffrir. Non, les gars. Là, je dis ça comme ça, d'un coup. Tout pour la daronne, tout pour la faire souffrir, en vrai de vrai. Vidal est ensuite jugé pour ce vol de cerises. Là. Son casier judiciaire Pas n'est pas fier, vierge. moi, hein. Les bagarres de rue entre bandes lui ont valu plusieurs condamnations pour coups et blessures et, pour le juge, c'est un élément à prendre en compte. Le verdict tombe. Edmond Vidal est incarcéré à la prison de Saint-Paul à Lyon. En prison, Momon est placé dans le bâtiment pour mineurs. Attendez. Il apprend plus tard que Pipo... Mais quoi, il est rentré en prison pour les cerises, là? J'ai pas compris. Je vais serrer, là. Edmond Vidal est ensuite jugé pour ce vol de cerises. Son casier judiciaire n'est pas vierge. Les bagarres de rue entre bandes lui ont valu plusieurs condamnations pour coups et blessures et, pour le juge, c'est un élément à prendre en compte. Le verdict tombe. Edmond Vidal est incarcéré à la prison de Saint-Paul à Lyon. En prison, Momon est placé dans le bâtiment pour mineurs. Il apprend plus tard que Pipo s'est également fait arrêter, mais qu'il est incarcéré dans une autre prison, celle de Saint-Joseph. En franchissant l'entrée de l'établissement pénitentiaire, Edmond Vidal pénètre dans un autre monde. Un monde qui lui est totalement inconnu. De quoi... La prison, des fois, les gars. Des fois, la prison, c'est pas forcément la solution pour certaines personnes, hein. susciter quelques craintes. Ah ouais, D'ailleurs, c'est là-bas que son destin bascule véritablement, lorsqu'il rencontre un autre détenu du nom de Jean-Pierre Gandebeuf, dit Christo. Il se souvient. Au bout de 2 jours, un maton me conseille de me faire couper les cheveux et fait venir le coiffeur pour mineurs, qui est également un détenu. Le type est très jeune, il a 20 ans et tout le monde l'appelle Christo. Je l'interroge. Il y a longtemps que tu es là ? 2 ans. 2 ans ? Tu dois trouver le temps long. Oui, très long. Ce mec décontracté, nonchalant, me donne une leçon de courage. Nous discutons. En me quittant, il me dit « Demain, il y a un nouveau maton. Demande à te faire couper les cheveux. » Edmond sympathise alors avec Christo et en apprend davantage sur lui. Mon père est mort quand j'avais 15 ans. En tout cas, c'est bien illustré, hein. Lui, sa chaîne, elle est profession gangster, elle est vraiment bien. Ma mère est restée seule avec 2 petites filles en bas âge, mon frère et moi. Très tôt, je me suis mis à voler, pour survivre. Et maintenant, je risque la cour d'assises. Edmond Vidal et Christo Désolé, les gars, deviendront vous par la voyez pas. suite de très bons amis. Amitié qui mènera bientôt le jeune prisonnier au braquage. Petit résumé, Soso. S'il y a quelqu'un dans Après le chat 48 qui jours se de sent... détention préventive et une peine d'1 mois de prison ferme, Momon est libre. Cette fois-ci, il est déterminé à mener une vie sérieuse. La prison, c'est la pire école du crime quand on y pense. Ça l'est, ça peut l'être, mais il y a aussi le fait de se dire que quelqu'un qui a été en détention et qui se dit c'est que ça, ben il ressort et se dit ben, au pire je retourne, c'était que ça. Bon, après, il y a des gens qui vivent des détentions beaucoup plus dures et compliquées que d'autres. Vous savez comment c'est. Malheureusement pour lui,
la justice en décidera autrement. Un sursis de 15 jours pour ses condamnations passées pour coups et blessures tombe, ce qui le ramène à la case-prison après seulement quelques mois de liberté. À sa sortie, Christo vient lui rendre visite. Il semble être à sec vu les vêtements usés qu'il porte. Lors de leur rencontre, il prévient Momon qu'il sera absent quelque temps, mais que le moment venu, il lui fera une proposition. 2 mois passent, puis Momon revoit Christo chiquement habillé à bord d'une Peugeot 404 toute neuve. Bah dis donc, les affaires tournent. Ouais, ça va. Je travaille avec mon ami Patty. On fait des casses. Par contre, ils lui ont fait une calvitie à 20 ans. Ils lui ont fait une calvitie des ténèbres. Hein. Je pense pas qu'on peut avoir la calvitie à 20 ans. Je pense que tu l'as 20 ans. Ouais, mais eux, à 20 ans, ils avaient 40 ans. En vrai, c'est différent. Je lui ai proposé que tu viennes avec nous. Voilà que Christo propose à Momon d'intégrer son équipe de braqueurs. Pour Momon, le choix est difficile à faire. Il réfléchit quelques minutes, puis donne sa réponse. C'est ok. Il reviendra sur cette prise de décision en disant « Malgré mes réticences à cause de la perspective de la prison, je dois admettre que sa méthode semble plus rapide que la ferraille pour gagner sa vie. » 6 mois plus tard, Edmond Vidal réalise son premier casse en compagnie de Christo et de son ami Patty. Il pille la villa d'un industriel dans l'Isère et se partage un butin de 20 000 francs. Une fortune pour l'époque. 20 000 francs, c'est 3 000 euros, les gars. 3 000 euros. Christo et son ami, Une Momon fortune, apprend alors 2000 les francs. ficelles du métier. Incroyable. Les 3 jeunes réalisent ensuite un autre coup, le coffre-fort d'une usine cette fois-ci. Mais pas de chance pour eux, d'autres cambrioleurs étaient passés quelques jours auparavant. Cet échec va les pousser à changer leur stratégie. Fini les coffres-forts, les malfaiteurs privilégient maintenant l'attaque à la personne. Une approche consistant à arracher les mallettes des convoyeurs lors des transferts de fonds. Ok. Une stratégie qui s'avérera payante, puisqu'ils utiliseront cette technique lors d'un hold-up qui se soldera par un impressionnant butin, près de 90 000 francs. L'affaire, reprise dans la presse, ne sera jamais résolue par la police. 90 000 francs, 14 000 euros à peu près. 14 000 euros. Mais ensuite, rebelote. Merci Les Déama, démêlés avec brother. la justice recommencent. Un soir de février 1966, Un soir, les voyous de Marseille. Oh, non, rien à voir, excusez-moi, j'ai des tocs. C'est comme quand j'ai écrit en bande organisée, je suis obligé de... J'ai des tocs. Edmond Désolé. Vidal et Christo, accompagnés de 2 autres amis, se rendent dans le 6e arrondissement de Lyon dans un bar appelé le Nelson. C'est l'occasion pour Christo de rendre visite à une fille qu'il fréquente depuis sa sortie de prison. Une fille qui vient de se faire fraîchement embaucher comme barmaid dans l'établissement. Croyant lui faire plaisir lors de la soirée, la fille lui dit alors qu'elle rencontre un succès fou auprès des clients. Il n'en faut pas plus à Christo pour piquer une crise de jalousie. Il devient furieux et tente de la faire sortir du bar par tous les moyens. Attends, j'ai pas compris. Quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Christo de rendre visite à une fille qu'il fréquente depuis sa sortie de prison. Une fille qui vient de se faire fraîchement embaucher comme barmaid dans l'établissement. Croyant lui faire plaisir lors de la soirée, la fille lui dit alors qu'elle rencontre un succès fou auprès des clients. Il n'en faut pas plus à Christo pour piquer une crise de jalousie. Il devient furieux et tente de la faire sortir du bar par tous les moyens. 2 clients attablés au fond du bar, dont l'un est champion de boxe poids lourd, Oh putain. voient la scène et s'en mêlent. Ouh là là, les mêleurs. Pour Christo, Momon et les autres, les choses deviennent du coup plus compliquées que prévu. Mais c'est sa meuf ou pas? Les gars, est-ce que c'est sa meuf? Ou il est devenu fou d'un coup comme ça? Une bagarre éclate et la bande de visiteurs subit une correction qui les oblige à fuir et à quitter les lieux. Mais Christo et Momon ne comptent pas en rester là. Ils ressentent une profonde humiliation après le revers essuyé. Ils reviennent de ce fait à 3h du matin dans le but de braquer les 2 types qui les ont frappés lors de l'altercation. Arrivés là-bas, Christo, Momon et un autre ami veulent entrer dans le bar, mais se retrouvent bloqués. On refuse de leur ouvrir. Commençant à s'impatienter, Christo pète alors un câble et tire sur la serrure. L'homme qui les accompagne en fait autant, mais ce dernier touche la patronne du bar, qui sera sérieusement touchée au ventre. Pour Momon et Christo, les ennuis commencent. Ils s'enfuient. Les gars, je vous explique, ils ont fait tout ça, Bruncha. Embrouille de bar. Tout ça, là, c'est l'alcool, l'adrénaline, machin, nanani. Parce que à jeun, ils sont intelligents. Ils auraient fait un vrai boulot. Là, tout ça, let's go. Puis en cavale en direction de Et Marseille. le lendemain, ils ont dit, où mais Momon qu'est-ce qu'on connaît a des fait? gitans qui pourraient bien les aider. Michel Le Grec se charge de les emmener dans le sud. Arrivés à bon port, ils sont maintenant planqués dans un campement gitan de la cité phocéenne. Pendant ce temps, Christo décide de participer à un casse avec Patty et un autre type. Le cambriolage réalisé,
il revient sur Marseille pour faire un compte-rendu à Maumont, qui se rappelle. Quand Christo me rejoint à nouveau, il me parle des garçons qu'il a rencontrés pour réaliser le coup. Ce sont d'anciens militaires d'Algérie reconvertis dans les hold-up. Ils font beaucoup parler d'eux dans la région lyonnaise et les journaux les ont surnommés le gang de la vallée de la Saône. Ces hommes ont impressionné Christo, surtout un certain Le Gros. Dans le sud du pays, leur cavale prend fin lorsqu'un type les balance. Par conséquent, Edmond Vidal et Jean-Pierre Gantebeuf sont de nouveau arrêtés et jetés derrière les barreaux. Maumont est ainsi envoyé en détention préventive et retourne à la prison de Saint-Paul en attendant son procès pour l'affaire du Nelson. Le jour du jugement, Maumont et Christo attendent leur sort à la cour d'assises de Lyon. Après le délibéré des juges, le verdict tombe. 5 ans de réclusion criminelle pour Edmond Vidal et 8 pour Christo. Ça va, ils s'en sortent bien, les gars. Ils s'en sortent bien, non? Lors de ce séjour carcéral, Maumont est transféré à la prison de Mulhouse. Sous les verrous, le jeune homme, alors au début de la vingtaine, gamberge et se dit bien décidé à se ranger une fois sorti. En attendant, il purge sa peine. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il rencontre pour la première fois le Gros, le type dont Christo parlait lors du cambriolage qu'il avait réalisé pendant la cavale dans le sud. Maumont se souvient de cette rencontre, qui a eu lieu le soir du réveillon de Noël. Ma petite mère m'a apporté un colis. Le Gros n'a pas le temps de recevoir le sien. On a un colis en prison pour Noël. On a un colis, j'ai oublié c'était combien de kilos, mais tu peux faire rentrer de la viande et tout. C'est méchant. Car les cellules viennent de fermer pour la nuit. Je demande alors au maton de lui passer la moitié du mien. Le lendemain, à la promenade, il s'approche pour me remercier. C'est un bon, il a partagé son colis. Je n'oublierai jamais ton geste. Tiens, voilà l'adresse de ma mère. Si un jour tu as besoin d'un service, tu peux venir me voir. À peine rentré en cellule, je déchire l'adresse. Si je veux en finir avec ce milieu-là, il ne me faut conserver aucun contact. L'incarcération d'Edmond Vidal prend fin le 30 décembre 1969. Le jeune homme obtient une semi-liberté de 6 mois avant la liberté conditionnelle. Durant cette période, il travaille comme manœuvre, puis entame une formation d'électricien. Pour lui, cette formation est importante. Son avenir dépend entièrement de celle-ci. Mais son médiocre salaire lui fait prendre conscience que ce sera plus difficile que prévu. Du coup, il espère trouver une solution à Lyon. Qui sait, peut-être qu'il trouvera de l'aide là-bas. Il va alors descendre voir sa famille et ses copains d'enfance, puis il retourne à Mulhouse et navigue de boulot en boulot. Yo Lucas. Des emplois qui lui permettent seulement de boucler les fins de mois, ce qui le déprime terriblement. Okaïs. C'est décidé, il va reprendre les braquages. Le destin veut ainsi qu'il croise un jour, dans le centre de Bourg-en-Bresse, celui avec qui il avait partagé son cadeau de Noël en prison, celui qui se faisait appeler le Gros. Maumont discute autour d'un café avec lui et prend de ses nouvelles. Il se souvient. « Je suis épaté par ce mec. Il respire l'intelligence. Chacune de ses paroles me semble réfléchie. » Le Gros, c'est Johanny Chavel. Johanny Chavel, que l'on surnomme aussi Gros Jeannot, est issu d'une famille de paysans originaires de Villefranche-sur-Saône. Il n'a que 20 ans lorsqu'il part faire la guerre d'Algérie. En revenant de cette dernière, il obtient alors le grade de caporal-chef et ramène tout un panel de compétences militaires qui serviront énormément au futur gang des Lyonnais. Sens de l'organisation, connaissance des cartes d'état-major et utilisation des armes. Ah ouais. Il emprunte le chemin de la délinquance en commettant des casses avec un groupe de braqueurs dont il devient le leader, le gang de la vallée de la Saône. Avec cette bande, Chavel braque des bureaux de poste et des petites agences bancaires situées en campagne. Chavel a une solide réputation et excelle dans le domaine du vol, ce qui ne tarde pas à le faire remarquer par le parrain du milieu lyonnais, Jean Auger. Se pencher sur la vie de Jean Auger, c'est comprendre véritablement comment le gang des Lyonnais est né. Des racines qui remontent aux années 60, lorsqu'Edmond Vidal et ses amis vivaient encore leurs jeunes années à Dessines. À cette époque, Jean Auger, également vétéran de la guerre d'Algérie, est déjà bien en place dans le milieu lyonnais. Cet homme, à l'élégance trompeuse, est à la croisée de deux mondes. La pègre, dans laquelle il a une grande influence, et la politique,
dans laquelle il s'engage en finançant notamment une association servant les intérêts gaullistes. Le Vous avez vu oui. service d'action civique, plus communément appelé le SAC. Auger trempe dans plusieurs activités peu scrupuleuses, comme le proxénétisme, le commerce d'alcool, le trafic de stupéfiants, le cambriolage avec le vol d'objets de valeur et les braquages, activités que le milieu lyonnais développera à la toute fin des années 1960. Cette nouvelle branche, Auger la développera alors en recrutant 2 valeurs montantes du milieu, Joanny Chavel et un autre gangster surnommé Nick le Grec. Chavel enrôlera ensuite un autre voyou, du nom de Pierre Pourrat, et c'est ainsi que le gang des Lyonnais fait ses premiers pas. Ah ouais. Vinicius, Mbappé, Bellingham, Rodrigue. Ok, j'ai Les trois compris. entreprennent quelques braquages sous l'œil attentif du parrain qui leur fournit armes, renseignements et divers autres moyens pour accélérer l'ascension du groupe. Bientôt, Edmond Vidal les rejoindra putain, pour former ils le ont noyau rajouté, dur du gang. Mais ce dernier ne le sait pas encore. À Bourg-en-Bresse, Modric. ils sont en effet sur le point de se quitter Le même. lorsque le gros demande à Momon son contact. Momon accepte et le lui écrit sur un bout de papier. Quelques semaines plus tard, il reçoit un appel du gros qui l'invite à venir passer le voir à Bourg-en-Bresse. L'entrevue a lieu dans une vieille maison perdue dans la campagne, en réalité un bistrot dont le nom est le Café des Chasseurs. À l'intérieur se trouve le gros. Merci. Ce dernier invite Vidal à Merci Paul, c'est vraiment gentil. Salut Soso, merci pour tes lives qui font du bien après une journée de temps. C'est tout ce que je veux. Merci Paul, c'est grave gentil. Ça me fait vraiment plaisir. s'asseoir à une table. Merci beaucoup. Dis-moi, tu t'y connais en politique? Vraiment, je salue. Le gros lui parle pendant une bonne heure de la gauche, Politique. en particulier du communisme, qu'il n'a pas l'air de porter dans son cœur. Momon l'écoute d'un air désintéressé, puis lui demande d'en venir au fait. Il s'agit de rendre certains services à un parti politique. Oh. Contrepartie, nous en tirons avantage. Veux-tu te joindre à nous? Oh là 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 Par là parti là. politique, Chavel parle du parti gaulliste, dans lequel lui et Auger sont engagés. Tous les deux sont en effet d'anciens de la guerre d'Algérie qui souhaitent contribuer au retour du gaullisme pur et dur, et les braquages sont l'un des moyens pour le financer. Chavel explique alors à Momon C'est pas incroyable ça les gars? À mon avis, le parti va leur donner des tuyaux pour aller braquer, récupérer l'argent des braquages pour pouvoir investir. Et là, on est dans les années 70. Imaginez ce qu'ils font maintenant en 2020. Imaginez comme ils doivent mettre le feu, frère. Et nous, on voit rien. Non, ils sont trop chauds, les politiques. C'est trop. C'est au-dessus de tout. Question... qu'en se joignant à eux, Crapulerie, il devra partager son butin, Wow. comme tous les autres de la bande. Auger leur refile des renseignements sur de potentiels braquages juteux et, en échange, la politique prend sa part. Concrètement, Les la gars. moitié du pactole. Les gars, vous imaginez, la politique, ils prennent 50%, le parti prend 50% sur les braquages qu'ils vont faire. Non, je suis choqué. La proposition est faite. Momon est néanmoins sceptique et le fait savoir à Chavel, qui n'en démord pas. T'es capable, toi, de trouver un boulot à 2 ou 3 milliards de centimes? Ah, c'est Le bon, mot je oui. comprends plus rien, frère. 3 milliards de centimes d'anciens francs, je suis perdu. Je suis perdu, les gars. Liard surprend Momon. 3 milliards de Voilà que centimes. le gros lui parle d'une affaire extrêmement juteuse, un coup qui pourrait leur rapporter gros, et que Chavel appelle la grosse affaire. Alors, tu es avec nous? Ou tu es contre nous. Et c'est de cette façon qu'Edmond Vidal est enrôlé à son tour dans la bande. Avec Pierre Pourrat, Nicolas Caclamanos, qu'il rencontrera plus tard, et Joanny Chavel, il fait désormais partie des membres originels du gang des Lyonnais. L'aventure de la bande peut alors enfin commencer. La bande organisée. Personne... ok, j'arrête. Une poignée d'hommes déterminés réussit le casse du siècle Un hold-up de plus d'1 milliard d'anciens francs. Les gars, est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, dans le chat qui peut me convertir 1 milliard d'anciens francs? S'il vous plaît, les bigs. En euros. Non, d'anciens francs. C'est même pas... Plus tard, Parce qu'à l'époque, 50 francs, c'était 5000. Je me rappelle, quand on te donnait le billet bleu, là, s'il y a des anciens, le billet bleu de 50 francs, c'était 5000. Le billet de 500, c'était 50 000. Le billet de 100, c'était 100 000. Ça, je te parle de l'ancien franc. J'ai connu l'ancien, j'ai connu le franc. J'ai connu le franc. Mais Zerma, les voyous, ils aimaient trop parler en ancien, ils aimaient trop parler en ancien franc. Tu n'as pas 10 000, tu n'as pas 20 000. Ça, je te parle de l'ancien franc. J'ai connu l'ancien, j'ai connu le franc. J'ai connu le franc. Mais Zerma, les voyous, ils aimaient trop parler en ancien, ils aimaient trop parler en ancien franc. Tu n'as pas 10 000, tu n'as pas 20 000.
Ça fait 118... 17 millions. Ah, c'est bon, je suis perdu. Une nouvelle rencontre a lieu avec le gros. Je suis perdu. Cette fois-ci, Momon a rendez-vous dans une petite auberge discrète située en bord de Saône. Déjà, 1 milliard, En ça doit être 10 pénétrant à millions l'intérieur, de francs. Il voit le gros au Donc, 10 comptoir millions en de compagnie francs. de 2 autres types. Ça doit être 2 millions d'euros. Je vous Ouais, ça doit être ça. présente Momon. 2 millions de bahts. Non, je te présente Raoul et voilà Patrick. Je suis mort. Patrick, c'est une fausse identité. Il s'agit en réalité de Pierre Pourra. Mais Momon Vidal ne connaîtra son véritable nom que bien Bon, après. les gars, je me reconcentre. En rencontrant Pourra, Momon est impressionné. Tout comme Chavel, il dégage une sorte d'aura qu'il ne peut expliquer. Momon dira « Là, devant ces deux hommes, je sens nettement l'aura qui les entoure, une forme de supériorité naturelle faite d'aisance et d'assurance. Il s'agit des plus grandes pointures du banditisme qu'il m'a été donné de rencontrer à ce moment-là. Il possède tous les atouts qui font les meilleurs truands. Un mode de vie où la discrétion est la règle, le courage d'agir, l'envergure pour résister à un interrogatoire musclé, une capacité d'investissement suffisante pour consacrer sans faiblir des jours et des jours à la préparation d'une affaire jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement au point. Ces deux hommes vont devenir mes maîtres en matière d'attaque à main armée. Le courage d'agir et la capacité de résister aux interrogatoires musclés, c'est ce qui définissait parfaitement Johanny Chavel. Lui qui avait été repéré à l'époque par Auger en raison de ses aptitudes à résister aux interrogatoires corsés, possède un goût particulièrement prononcé pour l'action. Il est celui qui mettra en place les méthodes commando au sein du gang pour faire du braquage une action parfaitement calibrée. Quant à la discrétion... Les gars qui est avec nous ce soir, faites du bruit. C'était Pierre Pourra tout craché. Je sais même pas si... À vrai dire, Pourra était le membre des Lyonnais le plus énigmatique. Un type solitaire qui se livrait rarement et qui savait se faire discret pour passer sous le radar. Les gars, attendez, là, je suis perdu, là. J'ai voulu mettre une tête, je me suis perdu un peu. Il se passe quoi, là, Il se passe quoi, vite fait, là? Il se passe quoi, là, dans le reportage? Des autorités. En témoigne ce que diront plus tard les enquêteurs. D'un caractère renfermé, nous ignorons tout des événements fait, là, qui, les durant gars. cette Ça, période, les gens le sérieux, là. façonneront pour en faire l'homme qu'il va devenir. Pierre Pourra, alias Patrick, ou le docteur, en raison de sa prestance et de sa façon de calculer les choses, n'a pas eu une enfance des plus faciles. Il est né de père inconnu et est abandonné par sa mère dès son plus jeune âge. Putain. Il est alors élevé par l'assistance publique Ah, je suis du- et vers l'âge de 12 ans, il est Désolé. placé dans une famille de paysans où il travaille durement. Pourra, qui a une propension précoce au vol, fait ensuite de la prison. C'est à sa sortie qu'il rencontre Johanny Chavel, un premier contact qui annoncera par la suite les prémices du gang des Lyonnais. Lorsqu'Edmond Vidal rencontre pour la première fois Pourra dans l'auberge, Ah, ok. il l'apprécie d'emblée, le début d'une longue amitié. Ce second rendez-vous a pour but de les présenter, mais pas seulement. Ce jour-là, le gros leur propose Non, Raoult. un coup à faire à Pondin. Un coup qui consiste à cibler la paix d'une entreprise transportée par deux convoyeurs, dont l'un est armé. Momon est désigné chauffeur, rôle qui lui déplaît fortement sur le coup. Raoul, Chavel et Pourra, quant à eux, s'occupent du braquage. Lors du casse, ils sont quatre. Je reviens, les gars. Je reviens parce que il y a déjà le convertisseur 1 milliard, 10 millions, machin. Je vous lisais, c'était n'importe quoi. Vous êtes nul en maths, nul, élève sans histoire ni géographie. Pas mal, celle-là. Hein. Pas mal. 4 à bord d'une estafette et attendent patiemment que les convoyeurs sortent du bâtiment avec la paix de l'entreprise dans Allez, la vas-y, mallette. c'est bon, je me reprends. Une fois sortis, les gangsters bondissent hors de leur véhicule. Chavel tient la rue en respect avec son arme, tandis que Pourra et Raoul se précipitent sur la serviette. Ils ne veulent surtout pas que le mécanisme de sécurité s'active, car si l'arrachage du bracelet relié à la mallette se fait à contre-temps, un jet d'encre se répand à l'intérieur et ils pourront dire adieu au précieux billet. Ah, ça existait déjà là, Pourra un attrape truc comme ainsi ça la main du convoyeur qui transporte le butin et Raoul suit rapidement en coupant le bracelet. Tout se passe comme prévu et à une vitesse éclair. Grâce à la voiture relais, préalablement volée pour couper court à toute éventuelle poursuite, ils s'enfuient alors par des petites routes de campagne et rejoignent Bourg-en-Bresse. Là-bas, ils sont en sécurité. Ils peuvent donc ouvrir la mallette et regarder son contenu. Il y en avait pour 150 000 francs. Que de l'espèce, hein. Que de l'espèce, les gars. Maintenant, ça braque des bijouteries. Mais ils veulent nous faire croire que c'est un mec tout seul qui est venu, qui a volé pour 100 millions d'euros dans une bijouterie. Arrêtez de mentir. Dans le chat, on n'est pas des caves. Vous faites des coups d'assure. Vous faites des coups d'assure.
On n'est pas des caves, les gars. Tu veux pas me dire qu'un mec, il vient tout seul dans la rue la plus sécurisée du monde et il repart avec 50 millions d'euros. On n'est pas des... Vous pouvez leur dire dans le chat, s'il vous plaît, d'arrêter de nous prendre pour des cons. Arrêtez. Ah ouais, j'ai vu JMK, mais ce qui s'est fait arracher sa montre. Putain, pêcheur. Ça va vite, hein. Quelques jours après, le gros propose un nouveau coup à Momon. Une affaire similaire à celle de Pondin, qui se déroulerait à Mâcon cette fois-ci. Le gros lui demande alors: T'as entendu parler de Nicolas Kaklamanos? Nicolas fera sûrement partie de la grosse affaire, mais il a d'énormes difficultés financières et j'aimerais le défaucher. Es-tu d'accord de toucher un boulot avec lui, Patrick et moi? Nicolas Kaklamanos. Évidemment que Momon le connaissait. Celui que l'on surnommait Nick le Grec était un caïd assez connu de l'époque. Un type du genre décontracté qui connaissait très bien son métier. Considéré comme un des bras droits d'Auger, il a la réputation du type qui réussit tout le temps à passer entre les mailles du filet de la justice. À l'époque où Chavel propose de l'intégrer au groupe, Nick le Grec a 45 ans et n'a pas mis une seule fois les pieds en tôle. 45 ans. C'est bon, gare-toi, brother. 45 ans, gare-toi. Comme si ses relations avec le parrain lui conféraient une sorte d'immunité. À la fin des années 60, un gangster qui l'a côtoyé dira de lui: On savait qu'on pouvait compter sur lui, c'était un mec sûr. En même temps, il avait toujours besoin d'argent. Ah ouais, ça doit être un flambeur. Pour le casse de Mâcon, Nick le Grec occupe ainsi le rôle de chauffeur, ce qui arrange Momon, qui peut enfin prendre part à l'action. Le braquage réussi, ils en enchaînent d'autres durant l'année 1970, avec un mode opératoire qu'ils perfectionneront petit à petit et qui Tu as fait de la plata quand même, hein? Tu en as fait de la plata, hein? Il est bon, hein? Tu en as fait de l'oseille, hein? On est en train de te regarder. fera leur force. D'abord, il y a les repérages, lors desquels les gangsters doivent toujours se vêtir de manière discrète. Utiliser des vêtements de sorte à se fondre dans la masse et de préférence, changer de tenue d'un jour à l'autre. Ensuite, la préparation. Une étape qui consiste à étudier soigneusement les chemins de repli, à noter toutes les routes secondaires pour contourner les grandes villes et les gendarmeries, et à mettre à disposition Ouais, vraie logistique, les gars. Vraie logistique. une ou plusieurs voitures relais, la plupart du temps volées, et toujours d'une marque différente de celle de l'attaque. Et enfin, le braquage en lui-même, pour lequel sont utilisés maquillage, Ah ouais, il y avait le gang des postiches aussi. Le gang des postiches de Belleville. Il y avait un méchant film sur ça, non? Il n'y a pas un film de fou sur le gang des postiches qui tuait à l'époque? perruques, fausses barbes et moustaches pour se grimer au maximum. Sans oublier la lourde artillerie, toujours présente avec eux pour intimider et dissuader toute personne susceptible de leur barrer la route. Leur but, jouer sur l'effet de surprise et ainsi éviter de recourir à la violence. Incroyable. Leurs casses se font alors à cette période à un rythme effréné, de quoi leur permettre, avant la grosse affaire, de se défaucher. Comprenez, se faire beaucoup d'argent. Défauchage. C'est français, défaucher. Moi, je pensais que c'était de l'argot. Quand on disait je vais te défaucher, ah bah, bouge pas, je vais te défaucher. Je pensais que c'était de l'argot. La grosse affaire, il en sera d'ailleurs question lorsque Momon et le reste de la bande seront conviés dans la villa d'Auger pour en discuter. Ce jour-là, lorsque Momon arrive, il y a du beau monde dans le salon du parrain. Le gros et ses amis de longue date, Berry, Bernard et Cheveux, ceux avec qui il a fait la guerre d'Algérie et commis pléthore de braquages lorsqu'il formait le gang de la vallée de la Saône. Il y a aussi Pourra, Raoul et un autre type appartenant à la sphère d'Auger. Nick le Grec est également présent à la réunion, mais n'arrivera que plus tard. Tous sont là pour écouter ce que le parrain Auger a à leur dire. Après le repas, ce dernier s'exprime enfin sur la fameuse grosse affaire dont il est question depuis que Momon La grosse affaire, les gars. La grosse affaire. a rejoint la bande. Les gars, vous savez tous pourquoi vous êtes là, et plus ou moins de quoi il s'agit. Avant qu'on boive le champagne, je tiens à mettre les points sur les i. Je n'entrerai pas dans les détails tout de suite et je ne prononcerai pas le nom de la ville où se déroulera l'opération. Je vais exposer les choses en gros. Comme ça, celui qui ne sera pas d'accord pourra partir la tête haute. Les gars, bon après je sais ce qu'on va faire après. Après je sais ce qu'on va faire, ce qu'on va react. Un truc sur Arte. Arte c'est chaud, hein, ils font des méchants reportages. Bref, let's go. Désolé, il aura hein, la beaucoup, franchise pour lui et personne ne lui en voudra. Voilà, il s'agit de braquer 4 poulets armés de mitraillettes et 5 employés. Il y a 20 ou 30 millions de francs à prendre. Moitié pour ceux qui font le coup, moitié pour nous. Moi, je ne participe pas.
Voilà quelles sont les principales conventions. Les gars, là, on est toujours sur le fait qu'ils doivent braquer et donner la moitié à De Gaulle. C'est toujours ça, les gars? Ils sont toujours en train de faire des coups pour le parti politique ou pas? Je vous demande de réfléchir avant de dire oui. Le gros donne sa réponse en premier. Pour moi, y a aucun problème. Ok. Pourra prend ensuite la parole. Moi, je peux pas donner mon accord sur une affaire avant de l'avoir vue. Il me faut le temps de juger. Et si j'estime qu'elle est faisable, alors je dis oui. Sinon, je pars en silence. Nick le Grec, lui, fait rire tout le monde au moment d'intervenir. Ça fait rire quand même de s'appeler Nick le Grec. En vrai de vrai. Ça fait rire. De s'appeler Nick le Grec. Si tu gamberges. Comment? De quoi tu parles? Nick le Grec. Moi, j'ai tellement besoin de fraîche Ah, que je suis j'attaquerai nul. un tank. Momo, Mais il rigole. Raoul, Berry, Toi, tu Bernard, rigoles. Cheveux et l'autre homme du cercle d'Auger donnent aussi leur accord. Auger l'a dit, c'est Joanny Chavel qui sera en charge de monter l'affaire. Une affaire dont on apprend plus de détails lorsque le parrain poursuit. Pour revenir à l'affaire, il s'agit de la poste de Strasbourg. Reste à voir quand. Moi, je penche pour une fin de trimestre, car c'est à ce moment-là qu'il y a la plus grosse somme. D'autre part, au cas où cela tournerait mal et en raison de l'importance de cette affaire, vous devez vous entraîner au tir au pistolet. Nous avons un endroit pour ça. Le gros vous y conduira. Voilà du coup quelle était la grosse affaire. Restait plus qu'à préparer cet incroyable coup. Mais c'est la grosse affaire, c'est la poste, la G. C'est ça? C'est dans une forêt, à une Les trentaine de guitares. kilomètres de Bourg-en-Bresse, que les gangsters vont s'entraîner au tir. Ouais. Là-bas, ils ont à disposition mitraillettes, fusils à crosse, canons sciés et autres calibres. Une trentaine d'armes qui s'ajoutera à leur arsenal déjà impressionnant. Ils sont La forts pour préparation suit illustrer. alors son cours et le 23 Franchement, il est bon pour illustrer. C'est incroyable. Hein. Les gars, rien à voir. Je voulais vous remercier d'être dans le chat. Vous savez qu'à chaque fois que je lance un live, vous êtes un peu ma psychanalyse. Merci les frérots. Je vous aime. Sachez-le. Bande de bâtards. Excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est ma manière de vous dire que je vous aime. Tu as compris? Allez, j'arrête d'avoir la boco parce que sinon je vais trop parler et je vais pleurer. Let's go. 3 décembre 1970, place à la répétition générale. Le gang cible l'hôtel des postes de Chambéry. Pour ce braquage, il ne leur suffit que de quelques petites minutes pour soulager l'établissement de 2,2 millions de francs. Le vol le plus important jamais réalisé en France à cette période. Grâce au hold-up de Chambéry, ils peaufinent leur tactique et apprennent des erreurs commises pour être fin prêts pour Strasbourg. Merci, brother. La grosse affaire arrive à grands pas. La grosse affaire. Chavel, Pourra et Vidal se rendent par la suite dans la capitale alsacienne pour faire les repérages. Chavel, en charge de monter l'affaire, décide alors qu'ils monteront le coup. J'arrive à en faire caca, non? La grosse affaire. Pour Momon, c'est de la folie. Pourra n'est également pas certain de la faisabilité du braquage. Puis Chavel finit par se ranger à l'avis de ses complices. Ils se concertent, réfléchissent au meilleur plan possible, mais rien de concret. Décidément, ce n'est pas de la tarte. Une nouvelle réunion est organisée avec Auger et les autres. Tout le monde est présent, sauf Raoul. Putain, Alors- les gars, faut qu'on fasse Spadjari aussi. Spadjari, lui, qui a fait le casse à Nice, qui a creusé, qui est rentré dans la banque, après il s'est fait voler par tous les voyous de Marseille. Putain, faut qu'on le fasse, Albert Spadjari. Entretien, le gros expose un nouveau plan pour le casse de Strasbourg. Auger, Cheveux, Je me Bernard et concentre. Nick le Grec le suivent. Nick le Grec. Le parrain insiste pour réaliser le braquage à la fin du premier trimestre. Momon, Pourra et Berry, eux, sont carrément froids. Peu importe, la décision est prise. Ils vont tenter le coup. Yo, Iron. À quelques jours de l'échéance, Ils ont raison, Chavel, mon sang. Pourra et Momon mettent la main aux derniers préparatifs. Le jour dit, ils sont tous cachés dans un fourgon devant la Banque de France de Strasbourg, à guetter l'arrivée des convoyeurs avec les sacs d'argent. Au moment où les convoyeurs C'était vraiment une expression d'avant, ça. Genre, bon, s'il y a des anciens, ils vont te dire, genre, quand quelqu'un, il te dit, tu disais à ta daronne ou quoi, de te payer un truc, ton daron, il te disait, tu crois que je suis la Banque de France? Bon, c'est un petit rêve d'ancien. Tu crois que je suis la Banque de France? Je sais même pas si ça existe encore, ça. Let's go. sortiront de l'établissement, les gangsters les attendront dans la cour de la poste. Puis arrive l'instant tant attendu. Le gros se précipite dans la cabine pour voir le volume des sacs transférés. Oh là là. Merde! Y'a que 3 sacs! Ce n'était pas ce qui était prévu. Il devait y avoir bien plus. Il se Pas de taille? choix pour les gangsters, le casse doit être repoussé. Ok. La date sera fixée à la fin du trimestre suivant.
Ouais, c'était punch d'avant, hein. Tu crois que je suis la Banque de France? On l'a plus entendu. Pendant ce laps de temps, le gang commet quelques petits larcins Expression afin de qui a continuer à se sauté. perfectionner avant la grande échéance. De plus, Ouais, Pourra c'est et pas Momon en Versailles. profitent pour poursuivre les repérages à Strasbourg. Et ce, sans en informer Malgré tout, à des degrés différents, on a plus eu tous la même enfance. Hein. les autres. Selon eux, le casse de Strasbourg constitue encore un trop grand danger. Il doit y avoir un autre moyen de le réaliser. Faut seulement creuser davantage. Pour cela, ils vont entrer en plein jour dans l'hôtel des postes en se fondant parfaitement dans le personnel grâce à des blouses bleues identiques. À l'intérieur, ils arrivent à tout localiser, hormis la zone la plus cruciale, le couloir où part l'argent. Momon repère alors une petite fenêtre facilement ouvrable au 2e étage, Ils sont chauds, les gars. Par contre, au niveau de la logistique et tout, ils sont vraiment chauds. probablement celle des WC. Pour lui, c'est sûr, il s'agit du point faible de la poste. Avec Pierre Pourra, il décide donc de refaire un repérage en prenant en compte ce détail. Ils repartent à Lyon, puis reviennent à Strasbourg pour infiltrer les lieux à la nuit tombée. Eh ouais. Pourra trouve alors une porte au 4e étage qui mène au grenier. Cette porte Pas pourrait bien leur d'ADN, permettre d'accéder pas au de toit caméra, et ainsi de pouvoir descendre en rappel jusqu'à la petite fenêtre entr'ouverte pas de à l'aide téléphone qui d'une borne. corde. Ils s'y rendent et attachent Ouais, le cordage autour exactement. d'une cheminée, permettant Vander. à Momon de descendre en rappel jusqu'à la lucarne. Pourra l'assiste en donnant du mot à la corde. Ça y est, Momon arrive enfin à pénétrer par la fenêtre. Il avait vu juste, il s'agissait bien des toilettes. Une fois à l'intérieur, il ouvre à Pourra au rez-de-chaussée. Les deux hommes inspectent les lieux lorsqu'ils tombent sur une porte condamnée qui donne sur la rue. Ça semble presque trop simple. Désormais, l'idée est de changer la serrure afin que le gang puisse entrer et sortir à sa guise. Ah ouais, putain, ils sont chauds. Hein. De retour à Lyon, ils font un point avec le gros, qui leur fait part de son ressenti. Il faut pas changer la serrure. Même si cette porte est condamnée, une vérification faite par hasard attirerait l'attention. Nous allons acheter le même verrou. Je vais en retirer les piliers de façon que n'importe quelle clé puisse l'ouvrir. De cette manière, eux comme nous pourront l'ouvrir et ils ne s'apercevront de rien. Tout le monde est d'accord. Quelques jours plus tard, le gros achète le verrou et part l'installer avec Momon. Sur place, tout fonctionne à merveille. Ils avaient enfin le petit détail qui fera toute la différence lors du braquage. De leur côté, Berry, Bernard et Cheveux préparent une des voitures relais qui leur servira Cheveux. durant la cavale. Il s'agit Ils font une vraie... Je l'ai pas vu, le film, les gars. C'est sûr et certain, je l'ai pas vu, le gang des Lyonnais. Le film. d'un vieux camion-citerne de Sinon, paysans je m'en qu'ils ont rappelle plus. maquillé pour passer inaperçus aux yeux des autorités. Ah, Les j'ai trois dû hommes le voir, l'aménagent j'ai dû de le sorte voir. à accueillir tous les participants du hold-up. La citerne est notamment recouverte d'un plancher et d'un matelas. Quoi? Ils sont Voilà. dans la citerne. Je vais serrer. Autorité. Les trois hommes l'aménagent de sorte à accueillir tous les participants du hold-up. Bah, c'est des La monstres. citerne est notamment recouverte d'un plancher et d'un matelas. Voilà, tout semble fin prêt pour le casse de Strasbourg. Plus Avenue de d'un la an qu'ils le Marseillaise. préparent. Ils ont tout chronométré, tout minutieusement planifié. Les voitures relais sont prêtes, l'itinéraire de leur cavale par les routes secondaires l'est également. Bref, rien n'est laissé au hasard. Il ne reste plus qu'à passer à l'action. La date du braquage est fixée au 30 juin 1971. Un choix qui n'est pas anodin, puisqu'il s'agit de la fin du semestre, jour où la Poste arrose tous les bureaux de la région avec le salaire de milliers de personnes. Momon, Pourra, Le Gros, Bernard, Cheveux, Raoul, Nick le Grec et un dénommé François, ami que Momon a rencontré lors de sa conditionnelle à Mulhouse, sont de la partie. Jour de braquage, 8h55. Nick le Grec conduit une estafette Renault dans laquelle se trouvent tous ses complices. Arrivé près de la porte de la poste, par laquelle les gangsters doivent entrer, il se gare. Il est le seul à descendre et va se poster à l'angle de la rue, de façon à voir arriver le convoi qui transporte l'argent dans la cour. Pour les 7 autres présents dans l'estafette, l'attente est longue. Dinguerie. 9h03, Nick revient vers eux, ce qui veut dire que les Moi, s'ils se font péter après tout ça, c'est éclaté. J'espère qu'ils vont réussir. convoyeurs sont enfin entrés dans la cour de la poste. Pour les 4 qui doivent réaliser le braquage, c'est le signal. Momon, Pourra, Cheveux et Bernard, déguisés en serruriers grâce à de simples blouses de travail, se dirigent tranquillement vers la porte dont ils possèdent désormais les clés. Momon regarde sa montre. Il est encore trop tôt. Ils avaient calculé que les flics escortant les postiers repartiraient 2 ou 3 minutes après leur arrivée.
Il fait signe à Pourra de ralentir. 9h05, Pourra ouvre la porte. Ils entrent tous les quatre, pendant que les autres, qui ne doivent sortir qu'en cas de problème, attendent dans le fourgon. Nick le Grec, lui, se gare carrément devant la porte de sortie. Momon et ses acolytes empruntent ainsi un premier couloir, puis un deuxième. Sur leur chemin, ils croisent une trentaine de trieurs de courrier, ce qui effraie Cheveux, qui ne le sent pas. Momon lui ordonne de garder son calme. Ils marchent deux par deux, histoire de ne pas attirer l'attention. Momon est avec Pourra et Cheveux avec Bernard. Au fond du deuxième couloir se trouvent les postiers. Ces derniers sont en train de serrer la main aux policiers, qui sont armés. Oh là là Comme le là craignait là Momon, là. ils sont arrivés trop tôt. Oh là là Pas le choix, là ils doivent là. revenir sur leurs pas. Une fois que les postiers referment la porte et que les flics s'en vont, ils reprennent leur direction initiale. Ils croisent alors les postiers qui poussent le chariot contenant les sacs d'argent. D'abord, Momon et Pourra, puis Cheveux et Bernard. Les postiers s'éloignent en riant et ne prêtent aucune attention aux gangsters. Étant à présent dans leur dos, Le cheval Momon et de ses Troie. acolytes choisissent ce moment pour passer à l'action. Couchez-vous! Aussi surprenant que cela puisse paraître, les postiers croient une plaisanterie et se mettent à sourire. Sourires qui seront très vite effacés lorsqu'ils verront de plus près les armes pointées sur eux. L'un d'eux se met à courir en direction des trieurs, tandis qu'un autre se met à crier, ce qui alerte les bureaux qui donnent sur le couloir. Oh là là. Des coups de crosse commencent ainsi à partir pour calmer les postiers réfractaires. Tout se passe si vite que les trieurs, présents à côté, n'ont même pas le temps de se rendre compte du braquage. Cheveux et Bernard s'empressent déjà de pousser le chariot vers le point d'extraction. Pourra et Momon les couvrent avec leurs armes de poing, puis l'argent change de main et disparaît. Arrivés à la porte où ils sont entrés, ils chargent les sacs dans l'estafette et s'enfuient. Tout est plié en moins de 5 minutes. Et pas avec n'importe quel butin. Plus d'1 milliard d'anciens francs, soit 11,6 millions de francs. Enfin, on a fait un débat de 45 minutes tout à l'heure et j'avais raison. J'avais dit à peu près ça, 10 millions de francs. Non, attends. Non, je dis une dinguerie, les gars. Record butin. Plus d'1 milliard d'anciens francs, soit 11,6 millions de francs. 1,6 million de francs. Donc. Mais je sais pas, ils ont fait ça pour 150 000 euros. Non, ouais, 150 000 euros. Ah, je sais Record national. pas. Lors de la fuite, Momon Vidal se souvient. Je regarde par-dessus En mon 11 épaule si millions on nous suit. 1,5. Même pas. Décidément, c'est une des affaires les plus tranquilles que j'ai jamais touchées. Nous nous arrêtons même au feu rouge et respectons le code de la route. 1,5, c'est ce que je disais. C'est ce que je 9h30, disais tout à l'heure. L'alarme résonne dans l'hôtel des postes fraîchement dévalisé. La police quadrille immédiatement la ville et Mais les là, gendarmes même, dressent des barrages. Même maintenant, 1,5, c'est quelque chose. Mais imagine à l'époque. Non. Ça y est, là. Ouais, non, je suis d'accord, c'est une fortune. Mais les gangsters sont déjà loin. Ils ont Mais paisiblement quitté la capitale alsacienne pour se diriger à une quinzaine de kilomètres au sud de Strasbourg, près d'un plan d'eau de Plopsheim, où se trouvent deux de leurs voitures relais. L'une d'elles possède carrément un gyrophare d'ambulance pour ne pas attirer l'attention. Après avoir embarqué dans les voitures relais, les malfaiteurs se dirigent alors en direction des Vosges. Mais avant d'attaquer les Vosges, ils montent dans leur second véhicule relais, le camion-citerne. Ils rejoignent Saint-Dié avec, puis repartent dans deux autres voitures relais où se trouvent des jerrycans remplis d'essence pour éviter les arrêts aux stations-service. Leur cavale se poursuit, toujours par des routes de campagne tracées à l'avance. Quand soudain, ils entendent à la radio les nouvelles relatant leur braquage. Oh, les gars, ils ont fait un boulot. Le journaliste indique qu'il s'agit du plus gros braquage jamais réalisé en France. Un vol bientôt qualifié de hold-up du siècle par la presse. Dès lors, après avoir traversé tout l'est de l'Hexagone, ils arrivent enfin à leur destination finale, Bourg-en-Bresse. Il est 9h du soir lorsqu'ils arrivent. Le butin est planqué dans un garage, le temps de faire le partage dans 2 ou 3 jours. Comme convenu, la moitié du magot est donnée à Auger et son parti politique, et le reste est partagé entre les membres de la bande. Ce que Momon trouve injuste. Il enrage à l'idée de laisser la moitié à des politiques pour lesquels il n'a aucune estime. Ah ouais, c'est un truc. Dans le de gang fou. des Lyonnais, Tu as c'est raison, le brother. début de la fracture Tu as raison, brother. entre l'ancienne et la nouvelle génération. Bientôt, les amis de Dessine vont entrer à leur tour dans la danse. Avant le hold-up de Strasbourg, Momon était justement passé voir ses copains d'enfance dans la banlieue lyonnaise et disait alors: en tournant dans le quartier, j'apprends que Jean-Pierre et Chahine, en compagnie de 2 autres mecs, se sont mis au braquage. Ils ne touchent que des sommes ridicules. Michel vit des combines et Pipo, de son côté, se mouille avec Ses amis Arpette, d'enfance. un ami d'enfance qui a épousé ma cousine. Je sens que mes amis me donnent des appels du pied pour que nous nous associons. Il est encore trop tôt.
Je veux d'abord finir mon apprentissage avec les meilleurs pour pouvoir ensuite frayer avec mes fidèles compagnons. Ok, j'arrive à déplacer l'image. je suis Une en- poignée d'hommes déterminés réussit le casse du siècle. Un hold-up de plus d'1 milliard d'anciens francs. 1 milliard, ils ont donné la moitié aux partis politiques. C'est un truc de fou. Pire que les impôts. Après l'incroyable hold-up réalisé à Strasbourg, la police est sous pression. Elle peine à expliquer ce qui vient de se passer. Le seul indice qu'elle a, c'est un emballage de friandises que les gangsters ont introduit dans la serrure de la porte par laquelle ils sont sortis, afin de retarder les éventuels poursuivants. Hormis Sans le cela, parti, il n'y avait pas le aucun plan. autre Je suis indice, d'accord. pas d'empreinte digitale exploitable. Bien parlé. C'est le flou total. La seule chose dont elle est certaine, c'est que ce vol a été commis par des gangsters chevronnés. Une équipe de professionnels qui sait très bien ce qu'elle fait. À cette époque, au sein de la police, personne ne sait alors que le gang des Lyonnais opère depuis plus d'1 an et demi à une cadence infernale. Ils savent simplement que des types en blouse de travail enchaînent depuis quelques mois hold-up sur hold-up. Pour elle, il est temps de commencer à se pencher sérieusement sur le sujet. L'enquête les mène près du plan d'eau de Plopsheim. Là-bas, ils retrouvent l'estafette du hold-up, vide et abandonnée. Seule une pièce de 1 centime est restée sur place. La fourgonnette dispose aussi de fausses plaques d'immatriculation. Puis, Là, on les a à tous, Strasbourg, les policiers Là, on les a retrouvent tous, les 3 gars. autres fourgonnettes volées, Là, on les de a même tous. marque, à 3 endroits Kiwi distants. Gigno, bienvenue au réseau. Sûrement mon des sang. voitures relais mises à disposition en cas de problème. Ah, vous les avez D'après la tous. police, au moins 6 véhicules ont été volés pour ce braquage et ce, plusieurs mois à l'avance. À côté, on essaye également de recueillir des témoignages afin d'obtenir d'autres indices. Mais rien de concluant. Des portraits robots sont réalisés sans grand succès. Nah, avec la Certains tête, on diront avoir vu dirait... un homme avec une abondante chevelure blonde. D'autres mentionneront un individu avec une moustache et un nez proéminent. On aurait dit le carnaval dans les témoignages. Dos au mur, les enquêteurs proposent 100 000 francs à toute personne pouvant donner un indice solide. Par la suite, les enquêteurs Incroyable. comprennent comment les malfrats sont entrés aussi facilement Ça dans proposait l'hôtel des des postes 100K comme ça. et hein, à identifient la l'époque. porte condamnée par laquelle ils sont passés. Un Non. commissaire dira « En prime, ils avaient même comparé et essayé les clés en discutant avec les postiers. » Les gangsters, eux, savourent leur réussite après le casse. Chaque participant reçoit une part suffisamment élevée du butin pour se permettre de se ranger pour de bon. Certains vont acheter des voitures et d'autres investir dans l'immobilier. Les mois passent, puis les casses reprennent. Les gangsters ont décidé ouais, qu'ils ils arrivent frapperaient pas. les recettes du carrefour de Vénissieux, en région Ils lyonnaise. arrivent pas, les gars, à s'arrêter. Pour ce hein. coup, Momon demande alors un service au gros. Il veut embarquer 3 de ses amis d'enfance, Pipo Zakarian, Michel Le Grec et Christo. Le gros est d'accord, plus qu'à préparer le braquage. 5 février 1972, jour du braquage. Ils sont 7 prêts à réaliser le coup. Momon, Le Gros, Quand même, Nick, Momo, Berry, c'est... Pipo. Momo, c'est un bon. J'ai l'impression que c'est un bon, les gars. Il a pas oublié ses amis d'enfance, il est monté... Non. Non, ça bug pas. Je le vois que ça bug pas. Sur mon Christo live, arrive à récupérer les sacs d'argent, mais Le Gros est touché. je pouvais pas Le me la casse faire. tourne Je, au je vinaigre. me vois, là, les gars. Momon soulève et emmène son partenaire blessé jusqu'à l'estafette. Je me vois, les qui frérots. démarre ensuite en trombe. Oh, tu vas... DMA, tu vas me bug, tu vas me ban tout ce qui disent bug. Non, je t'embouque. En quelques secondes, 1 500 000 francs ont été volés. Je vois, là. Mais le plus important dans tout ça, c'est que pour la première fois, le gang des Lyonnais a fait usage des armes et que le sang a coulé. Oh là là. Lors de la fuite, le gros perd beaucoup de sang. Il est sérieusement blessé. Oh là là. Il est emmené d'urgence par ses complices. Oh, il a amené ses amis d'enfance au braquage. Ses amis, ils l'ont mis dedans. Ses amis, ils l'ont mis dedans, les gars. Oh là là. C'est comme quand tu as vu... Toi, tu rentres en boîte de nuit. Tu as vu, ça fait 2-3 mois. Tu rentres dans une boîte de nuit très sélecte. Tu arrives à faire connaissance avec le physio. Tu es bien dedans, les gens, ils t'aiment bien, tout ça, nanani. Tu vas tout le temps, t'es cool et tout ça. Et un jour, tu te dis quoi? Vas-y, c'est bon, je suis bien, je vais ramener 3 de mes amis d'enfance. Ils te disent ok et tout. Tu leur dis ouais. Bon, faites-vous bien, faites-vous propre et tout, nanani. Mais ne me faites pas remarquer. Ne me faites pas remarquer. Ça fait 6 mois que je rentre dans cette boîte ultra select. Venez, on y va. On boit un coup. Mais me faites pas remarquer. Tu amènes tes amis d'enfance, carnage dedans. Ils emboucanent les gadgets, bagarre, embrouillent avec les physios, manque de respect.
Ils te mettent dedans, je parle en connaissance de cause. Les insortables. On les appelle les insortables, il faut pas les sortir ceux-là. Dans un appartement en périphérie lyonnaise. Un médecin, contacté par un des gangsters, vient lui prodiguer les premiers soins. Le gros est mal en point. Vous les connaissez, Il est les gars? pâle et affaibli. Les gars, vous les connaissez, les insortables. Hein. Voilà, c'est bon. Voilà. Toi, tu as fait le boulot pour être bien vu. Il vient, il te nique ta vie, frère. La balle a traversé son biceps et la Putain, le surface gros. de l'abdomen. Je sais pas, il va y passer, Pour le le gros. toubib, il est impératif de le faire opérer. Chavel est aussitôt emmené dans une clinique où un célèbre chirurgien anonyme le soigne. Non. Pour le gros, il s'en est fallu de peu. Ça n'est fallu de peu. Il va lui dire, ne me rappelle plus jamais ces trous du cul, là. Ce braquage raté change cependant la donne, car jusqu'ici, les enquêteurs ne soupçonnaient pas un gang lyonnais à l'œuvre. Le casse de Vénissieux focalise dès lors l'attention des autorités. D'autres indices sont ainsi collectés et l'enquête avance. 3 jours plus tard, une instruction judiciaire est ouverte contre X pour vol qualifié par le juge François Renaud, un nom dont on n'a pas fini d'entendre parler. Le 5 avril 1972, la police judiciaire dispose ensuite de nouveaux éléments qui font considérablement progresser l'enquête. Éléments qu'elle obtient par le biais d'un indique. Le carrefour de Vénissieux, ça vous intéresse ? Oh là là. Oh là là. Le carrefour de Vénissieux, ça vous intéresse. C'est vraiment le début d'une balance, ça. L'informateur leur parle d'un certain Momon le ferrailleur et de Pipeau, ce qui permet aux enquêteurs d'identifier pour la première fois Edmond Vidal et Pierre Zakarian. En se penchant sur Vidal, un enquêteur dira « C'est pas possible, il a pas ce niveau-là quand même ». Grâce à ces informations, les regards se tournent par conséquent vers Dessines, lieu d'origine de Momon et de ses copains d'enfance. Les filatures commencent, mais difficile de les prendre en flagrant délit. Les gangsters sont trop durs à suivre. Ils parviennent systématiquement à échapper à la vigilance des policiers, qui n'ont dès lors aucun élément concret pour les coincer. Pendant ce temps-là, les gangsters s'affairent à la tâche en braquant 3 convoyeurs à Clermont-Ferrand le 15 mai 1972. Total du butin, 340 000 francs. 4 jours plus tard, et toujours dans la même ville, Mais frérot, en tout, ils ont pris combien? C'est pas possible. C'est pas possible. ils s'attaquent à un employé dans la cour du Crédit Lyonnais. Puis enchaînent à Lyon, le 29 mai, boulevard Eugène de Ruelle. Mais impossible pour la police de les arrêter. Du coup, on change de stratégie. Des écoutes téléphoniques sont mises en place, avec 5 à 6 suspects dans le collimateur. En juillet 1972, l'enquête prend un nouveau tournant. Un informateur provenant de Strasbourg ajoute 2 autres surnoms, Patrick et Jeannot. Ouais, fais le dub juste après, les gars. Fais le dub juste après les bigs. Le mois suivant, Joanny Chavel est identifié par la PJ, la police judiciaire. L'étau se resserre autour du gang des Lyonnais, d'autant plus que Chavel commence à avoir la folie des grandeurs. En effet, il n'est plus le même après le casse de Vénissieux. Il devient paranoïaque et flambe son argent dans des achats qui attirent l'attention des enquêteurs, Oh là là. dont un château où il donne de fastueuses réceptions. Il a acheté un château, le brother, les gars. C'est bon? On est d'accord? Le mec qui s'est acheté un château. Taille-toi, prends ton argent, va au Brésil, refais ta vie là-bas, en Colombie, ou je sais pas, moi en Italie. Tu achètes un château, brother. Et en plus de ça, tu accueilles les gens. Non, c'est trop. C'est trop. Une situation qui devient inquiétante aux yeux de ses complices, qui, eux, ne perdent pas de temps et continuent sur leur lancée. Dans la nuit du 27 au 28 octobre, Momon, Pourrat, François, ainsi que 2 autres complices, dévalisent la chambre forte de la poste de Mulhouse. Il a acheté un château, frère. Et, chose incroyable, ils raflent encore le milliard d'anciens francs. Le record national effectué un an auparavant à Strasbourg Ils ont est battu. Ils ont fait un trou dans les comptes. Butin, 11 708 800 francs. Puis vient le moment où Momon Vidal décide qu'il est temps pour lui de s'émanciper du gros et d'Auger. Son désir étant de s'éloigner de l'ancienne génération pour former une équipe dans laquelle il pourra intégrer ses amis d'enfance. Sans oublier bien sûr Pourrat, son fidèle compagnon. Il dira dans ses mémoires « Avec Christo, nous envisageons de former une équipe. Nous demandons à Pipeau et Michel de se joindre à nous. Sachant que Jean-Pierre et Chahine effectuent quelques braquages, nous décidons de les incorporer à la bande. Bientôt, nous sommes fin prêts. » Une autre saga peut commencer. Le gang des Lyonnais nouvelle génération est formé,
avec en son sein les copains de Momon. Yo Seiko, Pourra, bienvenue au réseau, Christo, le Big Brother. Pipo, Michel Legrec et Bellingham. son frère Constantin, Jean-Pierre Mardi-Rossian, Veni, Chahine, ainsi Ancelotti. que Joseph Vidal, le frère aîné de Momon. Unis comme les doigts de la main, ils seront bientôt encore plus difficiles à arrêter. Au cours de l'année Vous savez que je vous vois quand vous follow là, les gars. Quand vous suivez la chaîne, je vois vos noms là. Axil. Ben, des noms bizarres par contre. hein. Balou. Fonfon. 1973, Méchant. Momon et sa nouvelle bande montent ainsi leur propre coup, en ciblant les grandes surfaces et les paix d'usines, si possible en dehors de la région lyonnaise. Momon se souvient. Les braquages se déroulent parfaitement bien, et je me rends compte que la bande que nous formons est encore meilleure que celle du gros. D'abord, Les gars, j'ai une bonne question. J'ai une bonne question. Miller, VBC, attendez, je vous mets un petit achat des ténèbres. Oui, il m'a mis la pression. On dirait, tu as eu un achat à l'ouverture. T'arrives, t'es fatigué. Tu commences à bien boire ton Capri-Sun, même pas le premier cleans. Cavale à la perte. À l'ouverture, bon bref. C'était une autre époque. C'est une époque révolue et résolue. Les gars, pour vous, à partir de combien vous arrêtez si demain vous braquez? À partir de combien vous vous dites ça et c'est fini, je range tout. l'entente est meilleure. Je range la Christo, bouteille, je range Pipo le et Chahine calibre. constituent des éléments précieux. Jean-Pierre est un bon chauffeur et un bon braqueur. Un lourd, 55K. Michel est bon aussi, 5 lourds. mais un peu moins rapide avec son gros Un cul. lourd, le Et nous ne million. nous privons pas de 500K, le lui rappeler. 500K. Néanmoins, il s'affirme comme le plus ça sage suffit. d'entre nous. Jean-Pierre s'occupe de l'entretien des voitures et des armes avec Christo. Ils aiment ça, moi pas. Tout le monde s'arrête au fameux 1 million, hein, j'ai l'impression. Au fameux classique. Mais 1 million, une fois que tu claques 1 euro, tu n'es plus millionnaire. Tu as 999 000 euros. T'es un 100K, ça demande pas beaucoup. Mais en vrai, si tu arrives à faire 100K, c'est beau. 15 millions. Non, toi, tu abuses. Je pense que 2, c'est bien 2. Un pour claquer, un pour travailler avec. Un pour flamber, un autre pour bosser avec. Non? Non, les gars. Bref, chacun sa spécialité. Les choses vont donc bon train pour le gang des Lyonnais nouvelle génération. Concentré sur les braquages, Momon s'éloigne alors de plus en plus du gros et de sa bande. Ok. Cependant, eux ne les oublient pas. Le gros, dont le comportement a changé, commence en effet à devenir une menace pour Momon. Ah, le gros, j'ai compris. Je crois qu'il a pris une frappe. Dès qu'il s'est pris la balle, il a pris une frappe, les gars. Je crois que c'est ça, non? Lors d'une rencontre à Genève, il lui dira Tu sais, Momon, Ouais, j'ai un Zeus. ami aux renseignements généraux. Il paraît que les Condés de Lyon te soupçonnent d'avoir effectué un braquage dans une grande surface. On dit aussi qu'ils pensent à toi pour Strasbourg. En un mot, Momon, ils sont sur toi en ce moment. Mais le gros n'est pas seulement hostile vis-à-vis de Momon, il l'est aussi envers Pourra, au point où il tentera de l'assassiner. Sentant leur vie en danger et voyant qu'il n'y a plus moyen de négocier avec la partie adverse, il décide du coup de frapper en premier. On dirait qu'il a pris une frappe, le gros, non? Depuis qu'il s'est pris la balle. Ils disent qu'il a acheté un château, là, il commence à menacer ses amis, à leur dire que la police, ils sont sur eux. Tain, il va les balancer, non? Ah. En plus, c'est lui qui amène le parti politique et tout. Il est dans des sauces... Dans leur ligne de mire, Johanny dans Chavel, des sauces... mais pas que. bizarres. Jean Auger, le parrain, Ouais, il est est aussi dans le touché. viseur. De mèche avec le gros, il constitue également Ils sont en train de faire un travail, c'est bon, j'ai compris. un grand danger. Momon échappe ensuite de peu à une tentative de meurtre. Ça y est, les choses s'accélèrent. La guerre. Il doit frapper en premier, et vite. Le premier coup est porté le 15 juin 1973. Comme à son habitude, Jean Auger se rend au Sporting Club de Lyon-Plage pour une partie de tennis. Il se gare sur le parking du club et descend de son véhicule. Ils vont te À ses côtés, une Sa femme femme l'accompagne. ils vont te le Le tabasser. couple traverse le parking quand soudain, une fourgonnette s'arrête à leur hauteur. Petit Jean est touché une première fois en pleine poitrine. Il tombe à terre, puis est criblé de balles par un autre. Fin de partie pour le parrain. Arrive ensuite le tour de Chavel. Dis pas au château. L'action se passe en octobre de la même année. Chavel est en route pour se rendre dans une planque où il entretient des armes. Il marche sur un trottoir et entend arriver un camion qui progresse jusqu'à lui. Le gros est méfiant, il se colle dos au mur.
Mais il est pris par surprise lorsqu'un individu caché derrière la roue du camion surgit et ouvre le feu. La balle se loge en pleine tête de l'ancien caporal, qui passe l'arme à gauche. Qui va à la guerre ensemble s'entretuera pour le trône. Qui va à la guerre ensemble s'entretuera pour le trône. Camberge. Son cadavre sera transporté et enterré en forêt. Personne n'a retrouvé le corps à ce jour. Toutes les menaces ont donc été supprimées. Le gang des Lyonnais peut sereinement reprendre son activité. Ok, mais jusqu'à quand? Il y a trop de trucs. Après, il y a l'ego. Est-ce qu'il a... Une poignée d'hommes Fatigué, déterminés réussit fatigué. le casse du siècle. Un hold-up de plus d'1 milliard d'anciens francs. « 16 mai 1973. Les enquêteurs découvrent l'existence d'un autre personnage dans le groupe de braqueurs qu'ils suspectent. Pierre Pourrat est identifié pour la première fois à la sortie d'un café parisien, avec à ses côtés Jean-Pierre Gandebeuf, alias Christo. L'enquête progresse. Pendant ce temps, les gangsters continuent les braquages. Ah, mais les gars, les autres, ils étaient tellement proches des partis politiques, etc., que ça y est. Ils vont s'occuper d'eux, je pensais. Après, là, on arrive dans des sphères un petit peu trop dangereuses. Hein. Le 31 octobre 1973, il s'attaque à une usine de teinturerie dans la commune de Tarare, Oh, il à une s'arrête quarantaine pas. de minutes de Lyon. Les gars, ils s'arrêtent pas. Ce jour-là, il cible la paie des ouvriers, environ 270 000 francs. Le braquage ne dure que quelques minutes. 5 jours plus tard, Momon et sa bande remettent ça à Chazelles-sur-Lyon, dans le département de la Loire. Encore une fois, le casse se déroule sans accroc. Puis un autre braquage, à Feur, à une... Oh, ils ont fait des trous en Rhône-Alpes. C'est ça, les gars, c'est Rhône-Alpes. Hein. C'est ça où je dis une dinguerie. On est en Rhône-Alpes, les gars, ils ont fait un trou. heure de route de Lyon. Ils s'en prennent cette fois-ci à un convoi transportant plus de 300 000 francs Ouf. et repartent en moins de 30 secondes. Ouf. Pour les gangsters, c'est un jeu d'enfant. Les employés étant payés en liquide à l'époque, l'argent destiné à payer les ouvriers est transporté dans de simples voitures légères, et qui plus est, sans escorte. Ouais, avec les braquages aussi. T'imagines? Dernière roulant de plus sur des routes de campagne isolées, le détournement de fonds était du coup chose aisée. La PJ, elle, enquêtera sur ces 3 hold-up, mais elle ne trouvera que de maigres indices. L'enquête piétine lorsqu'un rebondissement se produit. En plus, à mon avis, là, il y avait beaucoup de gens qui donnaient les tuyaux. C'est-à-dire, t'as vu des travailleurs comme ça, des pauvres travailleurs qui galèrent un peu, qui sont un peu dans des bars. Tu vois, eux, là, cette équipe, c'est des filous, ils chassent un peu. T'offres un peu à quoi boire, tu travailles où, nanani, nanana, on te laisse une gonzesse, tiens, un kiff. Et après, ils te donnent des tuyaux, hein, ils prennent sa petite part dessus, ils galéraient, les gens. Un indique leur file un tuyau particulièrement intéressant. D'après lui, Oh, les là, Lyonnais et seraient en train Chirol. de préparer un gros coup dans le secteur de Grenoble. Une information qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Très vite, les Dans l'oreille d'un sourd ou d'un mané sourd. Mon nom de famille. Ok. Pas tombé. autorités s'activent en mettant en place un dispositif exceptionnel pour coincer les voyous. Plusieurs lieux sensibles sont mis sur écoute. Des policiers patrouillent à pied et d'autres se planquent dans des voitures. Certains sont postés dans un cimetière, non loin du lieu où les gangsters sont censés frapper. Il fait un froid glacial, mais pas le choix, il faut lutter. Les conditions sont tellement dures qu'un commissaire de la PJ fait un malaise dû au froid, ce qui le contraint à aller en urgence à l'hôpital. Pendant 45 jours, ils vont surveiller la zone, dans l'espoir de prendre les voyous en flagrant délit. Mais rien ne se passe. En fait, les gangsters sont à l'autre bout de la France, là où personne ne les attend, pour commettre un autre braquage. Ils sont en effet à Nantes, pour s'en prendre à la recette d'un magasin Carrefour, qui contient près de 940 000 francs en espèces. L'action est rapide et déterminée, leur permettant de repartir sans avoir à faire usage de la violence. Pour la PJ, c'est un véritable coup dur. À dire là, l'endroit. C'est pour vous l'endroit à braquer. Moi, je ne vous incite pas, attention. Hein. Pas du tout. Hein. De toute façon, c'est trop dangereux. Pour vous, l'endroit à braquer où il y a le plus d'espèces, là, à l'heure d'aujourd'hui. L'endroit où il y a le plus d'espèces, parce qu'on est dans une époque là où il n'y a que de l'espèce. Le gang des Lyonnais semble insaisissable, toujours à avoir un coup d'avance sur la police.
Banque de France, Cazin. Et les Fourgon. gangsters, eux, ne ralentissent pas le rythme. Au mois de janvier Essence. 1974, ils braquent à nouveau, à Angers cette fois-ci, pour un butin de En vrai, il n'y a qu'un réseau, bro. Là, il n'y a qu'un réseau à aller braquer. Si tu veux de l'espèce, faut récupérer une sacoche. Mais attention, c'est pas sûr que tu ressors, brother. C'est pas sûr. 620 000 francs. Putain. Du côté des hautes autorités de l'État, le ras-le-bol commence à se faire Chirac. sentir. C'est Chirac, ça. Ce manège ne les fait plus du tout rire. Sur son manège. Il devient impératif de Excusez-moi. mettre les bouchées doubles. Ainsi, le 20 mars 1974, une instruction pour association de malfaiteurs est ouverte. Une nouvelle stratégie judiciaire est mise en place et pendant ce temps, la police, elle, accélère. Elle va alors, comme un aveu d'impuissance, aller jusqu'à infiltrer illégalement l'appartement d'Edmond Vidal pour y placer des mouchards et fouiller les affaires du Ça y est, ils gangster. veulent les éteindre, là. Là-bas, ils trouveront une collection de cartes Michelin et des notes qu'ils étudieront soigneusement. Dessus sont inscrits des itinéraires avec des noms de villes notés en verlan, qu'ils arrivent à décoder. Châlons, Mâcon, Dole, Le Puy, Romans, autant de villes où le gang peut potentiellement frapper. Pour la police, l'idée est de poster des équipes sur chaque point pour couper la retraite des bandits si jamais ils venaient à passer par là. L'opération Chacal Il est pâte, frère. Oh, les pâtes. C'est Cannelloni, hein. est lancée. À partir du début du mois de décembre 1974, 118 fonctionnaires sont mobilisés et déployés sur 6 points géographiques précis. 18 départements sont ciblés par les autorités qui mettent le paquet pour arrêter les bandits. De multiples barrages sont installés avec des herses. Des agents reçoivent l'ordre de se poster à une dizaine de kilomètres des points d'interception pour donner l'alerte, et des postes de tir sont même disposés. Bref, la police ne rigole plus. Son intention est claire. À la vue des gangsters, que l'on sait lourdement armés, ils ouvriront le feu. Le plan Les policiers d'avant, attention, les gars. Les policiers d'avant, ils te canardaient d'entrée, bro. Sortez d'un braquage. C'est une autre histoire, hein. confidentiel Chacal semble parfait, une stratégie qui fera à coup sûr tomber le gang des Lyonnais. Et comme si ce n'était pas assez, la PJ mettra en place 600 gendarmes supplémentaires sur 200 km afin de bloquer tous les ponts où le gang est susceptible de passer. Mais les jours 600 défilent gendarmes. et toujours rien en vue. Un ancien Ouais, ils ont des infiltrés. Là, tu as trop d'argent. Là, tu as trop d'argent. Ils ont des infiltrés, c'est sûr, non? commissaire se souvient. 3 semaines à attendre, on n'a rien vu passer. Finalement, heureusement qu'ils ne sont pas passés chez nous, on aurait eu droit à un massacre. Et pour cause, les gangsters sont bien éloignés de la zone où on les attend. Ils se trouvent en fait dans le nord de la France en train de braquer 2 cibles à la fois. Mais le plus incroyable, c'est que pour la première fois, ils décident de changer le plan de leur cavale. Momon, ayant eu une mauvaise intuition, décide finalement qu'ils passeront par l'autoroute. Les autorités, qui pensaient couper leur retraite grâce à l'exceptionnel dispositif mis en place, sont alors prises à revers. Les policiers essuient de nouveau un échec cuisant. Les gars, il a eu le flair. Le flair du bandit. Non, c'est des informations. Ils ont des informations, c'est sûr. Ainsi, le gang des Lyonnais a pu tranquillement retourner au bercail sans avoir eu à faire face aux forces de police. Wesh, brother. Ils les attendaient pourtant de pied ferme. Ces gars-là semblent décidément inarrêtables. Enfin, jusqu'au jour où la police a décidé que c'en était assez. Ils sont allés les éclater à la maison? Ouais, maintenant ça va braquer des alimes pour 45 €. Agacés par la Et réussite ça des rentre dans la lime, ça prend des grégouses, la caisse, 45 €. Une chips la plus salée du monde, une chips la plus piquante du monde, ça se taille en zip. Tu prends la même peine, hein, bro? Fra, les autorités ne vont plus se faire prier pour passer à l'action. Sachant qu'ils ne pourront jamais les arrêter en flagrant délit, ils se résolvent à mettre sur leur dos un dossier d'association de malfaiteurs. Le juge Renaud leur transmettra alors les mandats d'arrêt pour les arrestations et, le 19 décembre 1974, Les gars, ils les ont pas arrêtés en flag. Ils les ont pas arrêtés en flagrant délit. C'est incroyable, c'est des cracks. ils se feront coincer un à un. Momon et son frère Joseph, Pipo, Michel et son frère Constantin, Chahine, Jean-Pierre, Christo et son frère Robert, tous sont arrêtés. Finalement, seul Pourra manque à l'appel. C'est des Mais monstres. pas pour longtemps, puisqu'il se fait arrêter le lendemain. Ils ont tué personne. La police réussit enfin à mettre la main sur le gang des Lyonnais.
Maintenant, encore faut-il avoir des preuves irréfutables pour les condamner à la prison, car tout ce qu'ils ont pour le moment est plutôt léger. Un constat qui va changer lorsque les enquêteurs vont tomber sur une des planques des gangsters, située rue Sainte-Marie-des-Terreaux à Lyon. Ah ouais. Une planque qui s'avérera être une mine d'or pour les autorités. À l'intérieur, ils découvrent toute une panoplie d'armes à feu, de faux documents, Ah, jette les pièces. Jette les pièces, bros. de cagoules et surtout des liasses de billets provenant des casses réalisées dans le nord de la France. Le dossier s'étoffe. Dès lors, pour le juge Renaud, il n'en faut pas plus pour les inculper pour association de malfaiteurs. L'heure de répondre devant la justice est arrivée. Les gars, pas un mort, pas un policier touché, pas un civil touché, pas un convoyeur touché. Franchement, ils ont fait, frère, 50 braquages là. C'est ouf. Propre, exactement. Les gars, juste après Feldup, les gars, ça faisait longtemps. Sachez qu'on est des spécialistes en React sur la chaîne de Feldup, les Big Brothers. Je me languis, Feldup. Tu nous as manqué, brother. Parce que maintenant, je sais que tu fais de la musique, Feldup, les tournées et tout. Il a dit que pendant une de ses gardes à vue, son ami, il est mort. La police, ils l'ont tué. Il leur mettait l'électricité dans les couilles. Vous vous rappelez quand on a React sur l'anguille? Eh ouais. Non, c'est pas 6ix9ine. Il a dit il a partagé. Et, pardon, il est monté sur un braquage. Il a pas dit que c'était ses amis. Mais t'as comme en haut à gauche. Et c'est bon, en haut à gauche, devant, à droite, derrière. Ordre du Les gars. Puis arrive l'inconcevable. Le 3 juillet 1975, le Je sais pas, ils ont fait tabasser un juge. juge Renaud, en charge de l'affaire sur les Lyonnais, est assassiné alors qu'il rentrait chez lui avec sa compagne. Ils ont fait tabasser un juge. Putain, incroyable. On dirait la plaque de... On dirait une DJ de Lyon. 1400 DJ 69. Oh, ils ont fait tuer le juge. Une nouvelle qui bouleversera le jugement en cours, déjà bien animé. Naturellement, les soupçons vont se porter sur le gang des Lyonnais, Autant ils ont rien à voir, hein. Autant ils ont rien à voir. qui niera complètement son implication. Momon Vidal dira, dans une lettre adressée à la presse, « Monsieur Renaud était un magistrat dont je n'approuvais pas les méthodes, mais je réprouve de la manière la plus totale son assassinat. Prof, risquant d'attirer sur nous la foudre des magistrats s'ils sont assez naïfs pour croire qu'on peut assassiner un juge d'instruction avant de passer en jugement. » Encore aujourd'hui, le mystère reste complet autour de cette affaire. C'est vrai qu'ils étaient assez intelligents pour pas faire ça avant de passer en jugement. Ah, tu sais pas en vrai. C'est donc dans ce climat de tension que les gangsters vont se rendre au procès qui débute le 20 juin 1977. Un procès qui fera énormément parler de lui, que ce soit dans la presse ou à la télévision. C'est un procès marathon que celui Oh, c'était pas le président de Paris, lui? C'était pas le président de Paris, lui, dans les années 90? C'est ça, j'ai oublié son nom. du gang des Lyonnais qui a commencé hier. La journée d'aujourd'hui est consacrée au curriculum vitae des accusés et à la déposition d'un Denisot. psychiatre. Puis pendant 4 Ah, jours, Denisot. ce sera l'interrogatoire à propos de la principale inculpation, l'association de malfaiteurs. Il avait fallu une opération policière d'envergure exceptionnelle pour démanteler le gang des Lyonnais, mais aujourd'hui encore, Giovanni Chavel, l'un des chefs de la bande, est toujours en cavale. Un autre cerveau Attends, comment il est en cavale? Il est pas mort, lui? Ah non, ils l'ont enterré, donc ils savent pas. Ma foi. Ils l'ont enterré, ils savent pas. du gang Aucun détail, aucun nom, en invoquant la sécurité de son fils. En fait, ce procès apparaît comme celui de deux hommes, Edmond Vidal et Jean-Pierre Gandebeuf, les autres accusés brillant par leur discrétion au cours des différentes audiences. Ok. Edmond Vidal 10. 15. Pourquoi ils l'ont mis 15 à lui? 10, 8, 8, 6. Putain, là, ça va, ça sort bien, eux. Tâche arbore de Que des trompettes, frérot. T'aurais laissé au QHS, bro. Je crois que je t'aurais mis la corde, hein, brother. Je te parle sérieux. Hein. Si eux, c'est des trompettes.
Petite lunette de presbyte, on le prendrait volontiers pour un fonctionnaire en fin de carrière. Seul le regard reste enfoncé et perçant. Déjà condamné en 1958, il estime avoir payé une enfance sans amour et une jeunesse agitée en effectuant 10 ans et demi de travaux forcés. Cet homme fut le seul à avoir échappé au coup de filet du 19 décembre 1974 qui permit de mettre la main sur Momon Vidal et ses complices. Cette rafle fut possible après l'information répandue d'avoir possédé sur lui une des 7 clés de planque du gang. Son système de défense fut le suivant. Voyons, si j'étais le cerveau, je n'aurais pas commis d'erreur. Réponse du président, et si par hasard vous n'étiez pas le cerveau? Le 18 septembre 84, Georges Manoukian, ancien lieutenant de Vidal, est abattu à Villeurbanne. La série noire continue pour les truands lyonnais. Nick Le Grec a été abattu hier soir à Lyon. De son vrai nom, Nicolas Kaklamanos. L'intéressé est cité Nick Le Grec dans toutes les grandes affaires criminelles, aussi bien en France qu'en Espagne, mais il avait toujours échappé à la justice. Voici l'épilogue en images. Ce gang des Lyonnais, depuis l'enlèvement... Il a pas bougé de Lyon. Il a pas bougé de Lyon, frère. Ah ouais. De Christophe Mérieux à l'assassinat du juge Renaud, en passant par de multiples règlements de compte à l'intérieur du milieu. Nick Le Grec, toujours soupçonné, jamais inculpé. Michel Slimezoglu a été retrouvé samedi dernier dans cette allée forestière du bois de Bétan, près d'Amberieu en Bugey dans l'Ain. Avant de brûler son corps, ces assassins avaient pris soin de le ligoter avec du fil de fer. Une méthode très pratiquée dans le gang des Lyonnais, mais qui est réservée soit aux tout petits malfrats, soit aux caïds qui ont perdu leur honneur. Je voudrais avoir une vie paisible à ma sortie de prison, mais je n'arrive pas à l'avoir parce que la police, disons, me fait une machination policière pour vouloir me faire retomber. Est-ce que ce n'est pas aussi tenir cette conférence de presse une excellente façon de se dédouaner pour l'avenir, au cas où il vous arrive quoi que ce soit, en disant que ce sera une machination de la police? On peut le penser. Mais écoutez, la drogue, je l'ai jamais touchée, je la toucherai jamais. Bon, les hold-up, c'est terminé pour moi, c'est certain. Sinon, je ne serais pas là à vous parler. Incroyable. Franchement, c'était grave lourd, non, les gars? Les gars, c'était lourd, non? Vous avez passé un bon react? Moi, j'ai kiffé.